Bon, maintenant, on va parler de ce lip sync final. Bon, déjà, lip sync, au cas où, c'est en gros, c'est du playback, hein, mais on utilise ce terme en drag. Je sais pas trop pourquoi il y a. Bah, déjà parce que c'est assumé, parce que playback, en Ouais, fait, il en y a un général, côté c'est souvent ça. un peu caché, qu'on ne dit pas. Là, le lip sync, je veux dire, c'est une performance qui est Ouais. faite pour ne pas être chantée en live. C'est fait pour être imité, et donc justement l'imitation de la forme des lèvres, de l'intention qui est donnée, c'est ça qui va être mis en avant. Mais donc voilà, donc ce lip sync final de cet épisode, pourquoi tu l'as choisi? Alors oui, effectivement, dans chaque épisode de Drag Race, il y a un lip sync à la fin pour départager les deux queens qui sont un petit peu en ballottage pour savoir qui sera éliminé, et elles doivent du coup performer une chanson complète. Pourquoi j'ai choisi ça? Je pense que c'est le lip sync dans toute l'histoire du drag et de ce que j'ai pu en voir moi, c'est-à-dire une petite partie quand même, hein. Je crois que c'est celui qui m'a le plus impressionné. Déjà, il est très particulier parce que il prend une musique triste pour faire ce lip sync. C'est rare. D'habitude, les lip syncs se font sur des musiques très dance, très voilà. Tu parlais de Dalida tout à l'heure, ou alors avec un côté très diva, très grandiose. Là, il y a vraiment un côté où c'est hyper triste. C'est fait pour pleurer et c'est très réussi, mais c'est hyper rare. J'en ai pas revu en fait dans les Drag Race que j'ai pu voir, que ce soit au niveau américain, que ce soit au niveau là. Il y en a probablement quelques-uns, mais c'est très rare. Pourquoi j'ai choisi ça? C'est parce que pour moi, c'est le moment qui m'a foutu, je pense, une des plus grosses claques de ma vie en audiovisuel. D'ailleurs, un jour, j'avais fait un post à l'époque un peu rigolo, mais qui mettait sur le même plan la claque que j'avais pris en regardant un film qui s'appelait Dancer in the Dark de Lars von Trier, et de la claque que j'ai prise sur ce lip sync là. C'est-à-dire que je pense que j'ai pleuré autant dans les deux cas. Et pourquoi j'ai pris cette claque? C'est parce que je m'attendais pas du tout d'un coup à me mettre à pleurer comme ça. J'ai eu un espèce de révélation. C'est comme si toute la puissance de toutes les luttes contre les discriminations de toutes les générations qui ont passé dans cette communauté-là, LGBT, etc. D'un coup, s'était retrouvé sur cette scène et m'avait complètement submergé, quoi. Et je trouve que... Alors, peut-être qu'on va décrire un petit peu... Bah ouais, j'allais te demander justement quel est ce climax un petit peu qui te fait monter les larmes. Alors en fait, dans le contexte, on a du coup deux queens. On a la Big Bertha, qui elle donc est une queen qui va justement notamment pas mal jouer sur le fait d'assumer ses formes et de dire qu'il n'y a pas un corps parfait, même dans cette communauté où c'est parfois c'est difficile. Et puis on a, je le simplifie, hein, mais c'est pas grave, on a Lolita Banana qui, elle, dans l'épisode, fait une sorte de coming out en disant qu'elle est séropositive, chose qui n'avait pas été dit depuis les premiers épisodes, ce que j'ai trouvé chouette aussi, parce que du coup ça n'a pas été la queen depuis l'épisode 1, ah c'est la séropositive. Ça a été une queen qui d'abord a fait ses preuves, entre guillemets, et a montré ce qu'elle était capable de donner, et ensuite est venue dire, by the way, je le suis, mais elle s'est pas définie par ça. Ce que je trouve chouette de la part de l'émission aussi, parce que du coup ça permet vraiment de ne pas la voir que par ce prisme de la vulnérabilité sur cet aspect-là ou quoi. Elle le dit, elle dit ce qu'elle a traversé par rapport à ça, et puis en fait très vite on arrive sur ce lip sync avec ces deux du coup personnalités qui ont vécu des choses très difficiles dans leur vie et qui en même temps sont géniales, quoi. Les deux queens sont ouf, ont plein de qualités, de talent, etc. Et puis on se retrouve avec du coup une chanson qui dure longtemps, c'est un lip sync qui dure longtemps, qui dure 5 minutes je crois, c'est hyper rare aussi, d'habitude les lip syncs qui durent 2 minutes, etc. Et pourquoi ils l'ont laissé autant? Je pense parce que le moment était beaucoup trop puissant. On voit sur ce lip sync là finalement deux choses principales. Progressivement dans la chanson qui est magnifique, par ailleurs de Iseut, il y a Lolita Banana qui commence à se raser les cheveux, ses vrais cheveux, pas sa wig, qui commence en fait à se mettre à nu, donc avec une sorte de, je sais pas comment appeler ça, mais une sorte de catharsis sur le moment, de j'enlève en fait tout ce poids de discrimination et ça que j'ai pu vivre là-dessus. Big Bertha qui est à côté est en train de se dénuder aussi en montrant finalement si on enlève tous les strass, les paillettes, les trucs, j'enlève la wig, j'enlève les vêtements. Et elle sort, donc il y en a une qui est nue, une qui est en train de se raser les cheveux pendant la musique et finalement dans un espèce de truc en gradation émotionnelle. Lolita Banana qui essaye de se défaire de ses chaînes, incarnées par ses vêtements, finalement qui est rejoint par la Big Bertha qui l'aide elle-même à enlever ses vêtements et qui finissent en fait par se tomber dans les bras en pleurant avec une puissance dramatique, émotionnelle qui est folle. Et à ce moment-là, en fait, on sort complètement du lip sync. À ce moment-là, on est dans deux personnes qui laissent exprimer toutes leurs émotions, tout ce poids sur elles, avec derrière les queens qui sont toutes en pleurs, bien sûr, qui s'identifient, le jury qui est en pleurs. Et on n'est même plus dans la performance. Il y a la musique qui continue, elles se serrent dans les bras, elles pleurent ensemble, et ça dure comme ça, une espèce de moment suspendu. Bon, voilà, c'est pour moi, je pense, un espèce de point d'orgue, effectivement, de toutes les luttes qui ont pu arriver sur ce sujet, toute la difficulté qu'ont pu ressentir les jeunes hommes, femmes et autres genres dans l'acceptation d'eux-mêmes et d'elles-mêmes dans la société, tous les harcèlements qui ont pu être vécus, tout plein de choses. D'un coup, il trouve son point d'orgue là où moi je me suis dit, waouh, ce truc-là diffusé à la télévision,
sur France Télé. Alors à ce moment-là, je crois que ça n'était pas encore sur France Télé, ou alors c'était en seconde partie de soirée, parce que je crois que c'est passé pendant la saison 1, enfin peu importe. Je me suis dit, c'est génial, enfin, le monde a quand même vachement évolué, et si on arrive quand même à porter ce genre d'image voilà, à la France entière, etc. Et d'ailleurs, résultat des courses, 3 ans après, je le lis pas exactement à ce moment-là, mais enfin, on avait quand même plusieurs drag queens à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Je crois que Drag Race France n'y est vraiment pas pour rien. Mais oui, ça me fait. Enfin, j'ai plein de questions du coup par rapport à tout ce que tu dis. Mais oui, je suis d'accord quand j'ai vu cette performance. Parce que j'ai eu l'impression qu'on était. Bon, enfin, c'est même pas une impression, on n'est plus du tout dans la battle. Et là, on est complètement dans la fusion, c'est ça, et la convergence des luttes. Et aussi, c'est que la Big Bertha, on peut le dire, mais elle est en rémission d'un cancer. Donc, aussi, ce qu'on voit dans le fait que Lolita Banana se rase la tête. Enfin, il y a complètement une fusion de ces deux personnes-là qui est magnifique. Et oui, comme tu dis, tout le monde pleure et c'est ok, quoi. Enfin, c'est vraiment un laisser-aller total. Et c'est très beau, effectivement. Et donc, cet épisode et ce lip-sync final, ce que je comprends, c'est une ode à l'universalité en soi. Et est-ce que tu pourrais développer un peu ça? Oui, bah, c'est vrai que tu fais bien de rappeler effectivement ce contexte. Effectivement, c'est aussi par l'union physique, c'est-à-dire le fait qu'elle se fasse un câlin, que cette convergence des luttes s'exprime. Tu l'as très bien dit là-dessus, parce qu'on voit que bah, la lutte pour le corps, la lutte contre la maladie, la lutte contre la discrimination liée à la maladie, que ce soit la sérophobie, que ce soit évidemment les discriminations liées aux personnes porteuses d'un cancer, etc. Ou en tout cas parfois dans le regard de pitié que certains peuvent avoir, qui peut gêner. Bon bref, je trouve, voilà, et effectivement il y a un côté universel parce que je pense que même quand on n'a pas vécu des choses liées aux maladies qu'elles ont ou qu'elles ont eues, ou aux réalités qu'elles ont vécues, je crois que quelqu'un de très éloigné de ce milieu LGBT, etc., peut tout à fait d'un coup fondre en larmes parce que ça va révéler dans une lutte, on a tous lutté contre des choses, on a tous subi des difficultés dans l'acceptation de soi, etc. Je pense que voilà, tout le monde d'une certaine manière, et donc je crois que ça peut parler à tout le monde à ce moment-là, et je crois que c'est une des forces du drag, c'est de... Beaucoup l'ont vu à un moment donné comme un univers qui était assez fermé sur lui-même et qui une espèce d'exacerbation de la culture LGBT, alors qu'au contraire, moi je trouve que c'est plutôt une manière d'inclure tout le monde. Et quand je vais en soirée drag aujourd'hui d'ailleurs, j'adore voir la diversité des gens qui y sont, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très éloignés de cette sphère LGBT, en tout cas dans leur... voilà, qui sont hétéros, qui sont cisgenres, etc., qui aujourd'hui aiment ça, et pas avec un regard cynique de ah là là, ils sont ridicules, ça me fait rire, mais plus avec un regard de slay, quoi. Elles sont ouf, c'est de la perf, etc. Donc j'adore que le drag soit en train de devenir un produit culturel, entre guillemets, comme les autres, et qu'on puisse se dire, on fait quoi vendredi soir, on va en soirée drag, et c'est ok, et c'est un truc qu'on peut se dire même entre groupes de potes, pas du tout dans le milieu LGBT, quoi. Et après, donc pour revenir au truc un peu classique du drag sur l'universalité, bah, du coup, c'est ce décloisonnement des genres qui m'a fait relire en partie, évidemment pas tout, mais Trouble dans le genre de Judith Butler. Et donc Judith Butler, qui est une des pionnières des études de genre, et donc qui a fait entrer la philosophie de la déconstruction dans les questions de genre. Et on comprend très vite que la binarité ne va évidemment pas de soi. Et donc après, c'est dans un livre qu'elle a écrit un peu plus tard, enfin qui est en fait une compilation d'articles qui s'appelle Défaire le genre en 2006, qui commence par, et donc je la cite, si le genre est une sorte de faire, une activité incessante performée en partie sans en avoir conscience et sans le vouloir, il n'est pas pour autant automatique ou mécanique. Au contraire, c'est une pratique d'improvisation qui se déploie à l'intérieur d'une scène de contraintes. Qui plus est, on ne fait pas son genre tout seul, on le fait toujours avec ou pour quelqu'un d'autre, même si cet homme n'est qu'imaginaire. Et je trouve ça assez ouf cette phrase parce que c'est complètement le champ lexical du drag. Ouais, et ce qui est génial, c'est que je crois qu'en fait, si on revient au sujet initial du drag, c'est de montrer que un mec, en tout cas qui est défini comme homme biologiquement, par exemple, peut très bien faire croire à tout le monde que c'est une femme. Et parce que c'est une performance en fait, le genre. Je crois que c'est ça le propos initial. Bien sûr, après ça s'est développé artistiquement, etc. Mais je crois qu'en fait le propos initial, c'est de dire à des gens que le genre finalement est une donnée intrinsèque de notre société, de leur dire bah voyez moi, tu me vois là dans ma vie quotidienne, je suis en mode habillé comme un mec, je parle comme un mec, je suis tout ça. Ce soir, je suis capable de monter sur scène, tu sauras même pas que je suis une meuf. Je caricature un peu, mais en réalité pour certaines queens c'est ça, hein, les beauty queens, tout ça, elles s'appuient vraiment sur ce côté où c'est impossible de déterminer quel est leur sexe biologique parce que tout est performance et c'est là qu'on le voit. Et je crois que c'est une preuve. C'est la preuve par le faire, hein, voilà, que ben, ouais, le genre est une performance, c'est un construit, c'est exactement ce que dit Judith Butler, et qu'on la performe au quotidien
parfois, alors que personne ne nous le demande, mais comme elle le dit très bien, par un être invisible ou quoi, c'est imaginaire. Donc voilà, je crois que c'est ça le drag initialement. C'est pas que ça, mais ça montre, et c'est pour ça d'ailleurs qu'après, bah, évidemment, il y a les drag kings aussi, où là, de la même manière, bah, c'est une manière de montrer qu'en fait, avec tous les codes, on peut être considéré comme un mec. Et puis c'est là qu'ensuite, derrière, je pense que le drag, quand on parlait de créatures, de gens un peu plus hybrides, etc., montre que du coup, bah, en fait, c'est aussi une ode à choisir ce qu'on est. Vu que tout est performance, bah voilà, je décide de performer, d'être une créature de la nuit, etc. Je pense à une queen qui s'appelle Moon, que les connaisseurs connaîtront, et qui voilà joue sur cette espèce de truc hybride où c'est pas vraiment une femme, un homme, une créature, c'est une espèce de truc bon à elle-même. Et elle dit bah voilà, moi je choisis de performer ça, donc je suis ça. Et c'est un peu le je performe donc je suis. On choisit ce qu'on est par la performance qu'on fait. C'est une manière de reconnaître, un, que effectivement tout est performance dans la question du genre et de la personnalité dans la société, et deux, que ben on a la main sur ça. Et donc du coup, ce lip sync sur la chanson d'Isolt, est-ce que pour toi c'est une performance rebelle ou non conventionnelle du moins? Ah, c'est intéressant. Ça dépend par rapport à quoi. Moi, je crois qu'en fait, ben, pas tant que ça. Enfin, ça dépend par rapport à quoi, mais rebelle par rapport à une société conservatrice qui ne laisserait pas aux gens la liberté d'exprimer leur corps, leur voix, leur réalité. Oui. Après, je crois que pour moi, c'est dans le monde du drag, c'est pas forcément une performance rebelle, c'est une performance qui incarne ce qu'est le drag, au contraire. Moi, je crois que c'est plutôt une performance totem, en fait. Elle est très différente des performances classiques de lip sync, certes, mais justement, je crois que ça montre bien que dans le drag, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, et il n'y a pas de code à suivre. En fait, le drag est un univers paradoxalement très codifié avec plein de choses, mais en fait, on voit que chaque code peut être retravaillé. Par exemple, je vais prendre un truc, il y a des queens qui se mettent des faux seins, d'autres qui n'en mettent pas. Il y a des queens qui vont se raser pour pas qu'il y ait des poils, d'autres qui s'en foutent. Il y a une queen qui est très connue maintenant qui s'appelle Peach, qui a performé aux Jeux Olympiques, qui a la barbe et qui l'assume. Et donc en fait c'est marrant parce qu'il y a plein de codes. Normalement, tu vois, on se dit dans le drag, il faut stocker pour pas avoir, voilà, il faut mettre des jeux. Puis t'as ceux qui disent, bah non, en fait, moi je m'en fous. Et ça marche aussi, et elles sont pas moins queen que les autres. Et c'est ça que j'adore dans le drag, c'est que c'est une espèce de truc en éternelle réinvention qui fait que on sera encore surpris dans 10 ans du drag, en fait, je crois. Et du coup, donc tu disais donc par rapport à une société conservatrice, etc. Le drag en soi c'est rebelle. Et je me demandais justement si Drag Race, le fait que ça passe à la télévision, évidemment ça démocratise et ça donne à voir des identités multiples et tout, et c'est absolument nécessaire comme on disait. Mais est-ce que ça oblige pas le drag à rentrer finalement dans des cases du service public? Bon, et je me demande en fait tout simplement si enfin tout simplement, c'est plus complexe que ça, mais est-ce que ce qui prédomine, c'est que la force du programme perturbe l'écosystème télévisuel ou que l'écosystème télévisuel a tendance à polisser le drag? Je pense que l'avenir nous le dira. Mais alors ça, ce serait intéressant d'avoir l'avis des queens qui ont fait l'émission. Honnêtement, parce que je ne sais pas du tout ce qu'elles en pensent de ça, mais j'imagine qu'elles doivent se poser la question. Moi, je pense qu'une culture qui est considérée comme un peu underground, c'est très chouette hein, qu'on veuille qu'elle reste underground, mais à chaque fois que des cultures underground sont devenues mainstream, on a critiqué ça en disant que du coup on perdait l'essence même du truc. Mais enfin, je veux dire, moi je suis très content si demain on peut avoir des queens à la cérémonie d'ouverture et ne pas avoir des campagnes de menaces de mort contre elles pendant des années derrière, parce qu'elles ont eu le malheur juste d'être là pendant 5 minutes sur une cérémonie de 4 heures. Et je crois que du coup, je préfère qu'une culture underground perde un tout petit peu de son côté rebelle et underground, mais en même temps fasse vraiment avancer la société dans le bon sens, plutôt qu'elle reste dans des caves obscures et que finalement, du coup, ben, elle reste discriminée aussi. Donc peut-être que la télévision bouffera un petit peu une certaine authenticité, comme elle l'a fait avec plein d'autres choses, avec la danse aussi, mais c'est la vie aussi. Et je veux dire, aujourd'hui, à un moment donné, faut aussi, on peut pas tout avoir. On peut pas avoir d'un coup des drag queens à la cérémonie des JO et se plaindre que la culture est moins underground qu'avant. Voilà, moi, je préfère la seconde option. Tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et mais maintenant, Isolt, parlons-en un petit peu quand même. Est-ce que tu as découvert sa chanson Corps avec cette perf ou tu connaissais avant? J'ai découvert avec cette perf. Ok. Je pense j'avais dû entendre un peu vite fait, mais je connaissais pas trop honnêtement non plus. Ce que je vois juste, c'est que ces chansons, ce que j'adore, c'est que c'est quelqu'un qui, là aussi, a travaillé sur les codes de la pop pour en faire quelque chose un style assez différent. Je crois que ces chansons, elles ressemblent vraiment pas à d'habitude. Je crois que c'est une fille qui a une formation, il me semble, de chant classique.
si je ne m'abuse, ou en tout cas, si elle en a pas, bravo, parce que elle a une maîtrise de sa voix qui est quand même assez impressionnante, mais je pense qu'elle en a une. Et du coup, ce que j'aime bien, c'est qu'elle amène en fait du chant plus compliqué, des cadences mélodiques plus complexes, etc., dans de la pop. Et dans de la pop qui est écoutée massivement. On a son dernier exemple qui est sa chanson Alibi qu'elle a faite avec deux, trois autres artistes, je crois, internationaux, qui dans les top charts américains. C'est une des rares artistes françaises à l'être maintenant. Et en fait, bah ouais, ça a été. Je pense que ce coup de poing que j'ai pris la première fois que j'ai vu ce lip sync, c'est aussi la chanson. C'est franchement, enfin la musique, elle était ouf. Donc voilà, j'ai découvert comme ça. C'est vrai qu'en plus, effectivement, on comprend tout de suite le sens des paroles, donc on ressent un petit peu ce qu'ont pu ressentir des Américains, des anglophones face à ce genre de performance, même dans la musique de manière générale, où les paroles ont une force très forte là-dessus. Et j'ai aimé que... Parce qu'il faut savoir aussi que ce lip-sync-là, il a fait beaucoup parler aussi, même dans la sphère du Drag Race américain, et que Drag Race France aujourd'hui est aussi reconnu, parce qu'il y a des Drag Race dans énormément de pays du monde maintenant, mais Drag Race France est reconnu comme une des licences les plus réussies de l'univers Drag Race voilà, dans ce milieu-là. D'ailleurs, ça infuse parce que Lolita Banana, après cette émission-là, est devenue elle-même la présentatrice du Drag Race. Alors, je ne sais plus de quel... Au Mexique. Au Mexique. Au Mexique, ouais. Parce qu'elle est mexicaine. Voilà, et donc c'est génial, en fait. C'est génial parce que ça rayonne dans le monde entier, en fait. Et d'ailleurs, Lolita Banana, je lisais un interview là, en préparant l'entretien, elle disait que son moment le plus fort et son moment préféré a été ce moment avec la Big Bertha sur ce lip sync. Ça m'étonne pas. Et du coup, je me demandais, est-ce que, j'imagine que du coup, tu l'as regardé plusieurs fois, et est-ce qu'il y a eu un changement entre la première fois que tu l'as vu et aujourd'hui quand tu le regardes? Alors, la première fois que je l'ai vu, il y a un truc que je me suis dit, mais j'assume, c'est pas grave, mais c'est intéressant. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, le fait de se raser les cheveux, c'est un truc qui existe dans d'autres performances artistiques. Je l'ai déjà vu hors drag, hein. Mais c'est quelque chose qui est très fort en général. C'est des images qui sont très fortes, qui sont utilisées même dans les luttes, quand on étudie l'histoire des mouvements sociaux. On sait que c'est des choses qui ont été utilisées dans les mouvements féministes, on sait que c'est des choses qui ont été utilisées dans plein de choses. Et je me suis dit, c'était préparé puisqu'il avait une tondeuse, etc. Je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu susciter l'émotion de manière un peu mécanique parce que forcément ça va faire pleurer, et est-ce que finalement c'est pas un peu facile entre guillemets. Bon, j'assume d'avoir ressenti ça, même si honnêtement je fais aucun procès à personne et j'ai de leçons à donner à personne, hein. Et en fait, je me suis dit, pourquoi tu ressens ça? Ok, c'est un peu facile. Et après, en le revoyant plusieurs fois, je me suis dit, mais finalement, et alors, le résultat final, c'est quand même que j'ai été époustouflé par la performance. Et donc, je me suis dit, ben oui, mais parfois, c'était une manière, tu t'en parlais tout à l'heure, de se réapproprier des codes, finalement, des luttes et des mouvements sociaux pour marquer les esprits, et le faire en plus d'une manière qui était forte, parce qu'au-delà du rasage de tête, la performance dure 5 minutes, elle fait pas que ça, et je veux dire, donc voilà, donc c'est peut-être ça qui a changé, c'est de me dire, bah c'est pas grave si des fois il y a des mécanismes un peu faciles qui sont utilisés, c'est comme dans tous les arts, des fois, voilà, on sait que en musique, il y a des cadences d'accords qui marchent mieux que d'autres, des façons de finir des chansons qui marchent mieux que d'autres, et c'est ok d'utiliser des codes au service du message et de l'art qu'on veut proposer, quoi. Et mais du coup, donc, ce qui m'interroge quand même, c'est que tu aimes bien regarder ce lip sync de temps en temps, en sachant que tu vas pleurer. Ouais. Et pourquoi? Ah, ça, je pense que c'est l'histoire de la catharsis, hein. C'est un peu le même genre que quand on va voir un film d'horreur avec des gens qui se font trucider partout. Pourquoi est-ce qu'on veut voir ça? Il y a un côté purge des émotions, purge de plein de choses. Moi, j'adore voir des choses qui me font pleurer fondamentalement. Parce que j'ai pas l'impression de pleurer beaucoup. J'ai l'impression d'être très sensible, mais j'ai l'impression que plus les années avancent, moins je pleure. Je sais pas si je perds en sensibilité ou si c'est juste que c'est vrai qu'avec cette surexposition à des images, à des histoires, à des choses, peut-être aussi lié à mon travail, hein. C'est vrai que mon travail est pas forcément dans les sujets qu'on traite, c'est pas forcément toujours drôle. Donc, est-ce que je me désensibilise un peu? Est-ce que c'est plus dur pour moi d'aller me chercher vraiment au plus profond de moi? Peut-être, et du coup, j'aime d'autant plus voir des choses qui vont chercher ces émotions chez moi. C'est pour ça, et aussi parce que j'aime bien avoir des mementos, c'est-à-dire des choses qui me rappellent ce que je suis, les choses importantes dans la vie. Et des fois où je suis un peu en perte de sens, où je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie dans les années qui viennent, ou là, quel projet j'ai envie d'engager, etc. C'est bien de voir quelques performances comme ça qui me rappellent mon échelle de valeur. Et voilà, et que il y a des choses qui sont pas encore gagnées,
Et donc voir des choses comme ça, par exemple, ça va me dire, ok, bah, j'ai encore envie de continuer à m'engager dans cette lutte contre les discriminations LGBT, par exemple, des choses comme ça. Donc c'est aussi des call to action pour moi, ce genre de performance, des choses qui font que c'est des histoires des gamins qui voient des performances ouf de chansons à la télé et qui 15 ans après, quand ils ont percé, te racontent que c'est le truc où ils se sont dit, qu'ils regardaient régulièrement pour se rappeler qu'ils voulaient être cette personne-là. Bon voilà, c'est un peu pareil. Et d'ailleurs, plus ça va, plus je me dis que j'aimerais bien un jour avoir le courage, entre guillemets, de faire du drag et d'arriver à faire une perf aussi puissante. Ce serait génial, même si en fait j'en fais pas du tout un plan de carrière ou quoi. Je crois que j'en sortirai grandi. Ok, je comprends, ouais. Donc c'est à la fois un lip sync et enfin une performance qui t'aide dans ta construction, et à la fois c'est ta mélancolie qui a aussi un remède à la mélancolie, quoi. C'est voilà, ça Ouais, c'est le principe de la mélancolie, mais c'est qu'on est mélancolique, mais on aime bien finalement. oui, c'est vrai, c'est très juste. Quand tu regardes cette séquence, est-ce que tu la regardes toujours tout seul ou bon, j'imagine que tu l'as montré à ton copain. Ouais. Euh, alors, au début, j'aimais bien la montrer à beaucoup de gens. Après, je me suis rendu compte quand même que le contexte dans lequel tu la vois est particulier. Déjà, si on te survend, moi, ce qui a été très puissant, c'est que je regardais ça en live. Et donc, il y avait un côté, enfin, en live quand ça sortait. Et du coup, il y avait un côté où quand je suis tombé sur ce lip sync, je m'attendais pas du tout. C'est que tu attends à ce qu'il y ait un truc de dance encore qui dure 1 minute 30, qui soit marrant avec des grands écarts partout, tu vois, voilà. Et d'un coup, t'arrives, surtout que Lolita Banana était quand même connue pour ses qualités de danseuse et tout ça, donc je m'attendais à un truc qui partait dans tous les sens. Et d'un coup, t'as un truc qui, moi, m'a estomaqué parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et je crois que la construction de l'épisode est importante pour avoir la puissance de ce lip sync à la fin. Donc maintenant, j'ai plutôt tendance à recommander aux gens d'aller voir l'épisode, ou à leur minima d'aller voir ce truc-là, mais voilà, quand ils sont chez eux, quand ils ont le temps aussi d'accueillir cette performance-là. Donc je la regarde plus tout seul maintenant et je préfère la recommander. Il faut savoir qu'elle est disponible sur YouTube. Cette séquence-là est disponible sur YouTube exclusivement. Et puis sinon, l'épisode aussi est disponible gratuitement sur France Télé. Tu as peut-être déjà tout dit, mais est-ce que tu as une anecdote que tu voudrais rajouter par rapport à cette perf et par rapport à toi? Bah, on en parlait un peu tout à l'heure, mais c'est vrai que je la regarde. Quand j'ai besoin de m'inspirer, par exemple, pour composer ou quoi, etc., et que je sens que je suis un peu loin de mes émotions, le fait de la regarder, c'est bien de me reconnecter à mes émotions. Et donc, c'est vrai que régulièrement, je vais regarder cette perf avant de composer, avant de engager une démarche artistique, quelle qu'elle soit, mais souvent la composition. Alors que je vais pas du tout parler du sujet qu'il y a dans la perf ou quoi que ce soit, mais je crois que à la fois la force de la musique, des mélodies et en même temps tout ce que cette perf implique dans ce qu'on s'est dit me donne me met dans une posture de sensibilité. Je sens que des fois j'ai besoin vous voyez, quand vous êtes au taf, vous avez fait une journée de 10 heures, etc., tu rentres, tu veux composer un peu, faut rebasculer dans un truc artistique, quoi. C'est pas évident, quoi. T'étais sur ton ordi, sur tes mails, sur tes trucs et tout. Bon. Et donc voilà, j'utilise ça comme une sorte de médicament, une petite pilule qui me fait passer en mode artiste. Mais c'est ouf en vrai de se rendre compte à quel point elle est hyper importante pour toi, Ouais. sur tous les pans de ta vie, Ah quoi. ouais. Ah, Ouais, c'est non, ouais, génial. mais d'ailleurs, c'est pas anodin que je t'ai proposé de faire ça sur ça. Je me doute. Toi, t'avais laissé très large le champ de choisir une œuvre culturelle, quelle qu'elle soit. Et en fait, j'aurais pu parler de plein d'autres choses, mais je me suis dit deux choses. Je me suis dit, un, elle est particulièrement importante pour moi, cette séquence, et je pense que c'est rare. Et deux, effectivement, je pense que personne d'autre ne te parlera de ça dans ce qu'ils vont amener, en tout cas dans notre entourage proche. Et du coup, je me suis dit, c'est une manière aussi de diversifier un peu les produits culturels dont on se parle, de sortir des choses plus classiques, type livre, film, etc. Et aussi pour si j'avais un message à faire passer, c'est le drag est un art à part entière, les performances drag, les soirées, etc. font partie du monde artistique et j'appelle toutes celles et ceux qui connaissent pas forcément beaucoup à pas hésiter à consommer aussi un peu cet art-là, parce que c'est aussi comme ça qu'on soutient ces queens-là, et c'est un art qui donne lieu à des formes d'art très différentes, puisqu'encore une fois, tu as des queens qui chantent, qui sont des super chanteuses, d'autres qui dansent, il y a plein qui font de la mode, de la création. C'est toute une industrie derrière, parce que du coup il y a beaucoup de créateurs et de créatrices qui assistent les queens pour créer leur tenue, etc. Enfin bref. Donc voilà, c'était une manière aussi de faire passer le message, de dire regardez, jetez un coup d'œil à cet art-là parce que ça vaut le coup. C'est génial parce que j'allais te demander de conseiller maintenant ce lip sync et le drag en général, mais tu l'as fait de toi-même, donc c'est formidable. Si on vous a convaincu, allez suivre les comptes Instagram des queens de cet épisode, je vais les mettre en légende. Donc on a Soa de Muse, La Big Bertha, La Grande Dame, Lolita Banana et Paloma, qui a d'ailleurs réalisé un court-métrage intégralement disponible sur YouTube qui s'appelle Paloma par Hugo Bardin.
Elle est aussi actuellement en une de la revue Sphère avec une autre drague, Le Philippe, et tous deux dialoguent sur le drag est-il encore politique. Je te remercie Vincent d'avoir accepté de venir dans Populse. Merci à toi. C'était Populse, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.